Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. Réponse B, je passe. Alors là, on peut voir, on est dans une rue à double sens de circulation et la voiture d'en face passe. Alors, on voit que c'est la voiture d'en face qui rencontre l'obstacle, c'est-à-dire les voitures garées. Donc, tu devrais me dire, normalement, c'est moi qui ai la priorité, je passe. Oui, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va juste revoir les règles de priorité. Alors, dans une rue à double sens de circulation, c'est le véhicule qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage au véhicule en face. Par exemple, ici, la voiture blanche rencontre une voiture garée, à droite, jaune. Donc, elle doit laisser la priorité à la voiture rouge. Cependant, si la voiture blanche est déjà engagée, alors, dans ce cas-ci, c'est à nous de nous arrêter pour éviter justement l'accident et le contact avec la voiture qui vient de face. Donc ici, dans ce contexte, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sur le flanc d'une roue, il y a plusieurs indices. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi une roue? Ça a l'air d'être une question simple comme ça, mais je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, une roue, elle est constituée de deux choses. Tout d'abord, elle est constituée d'un pneu. Un pneu, c'est fait en caoutchouc. Donc ce pneu, il aura une hauteur qu'on va appeler le flanc et une largeur qui constituera sa bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ce qui est en contact avec la route. Ce pneu, il va être solidifié par ce qu'on appelle une jante. La jante, c'est la structure du pneu. C'est ce qui donne la solidité au pneu. En général, c'est une jante métallique. Alors, il y a plusieurs indications sur le flanc d'un pneu qu'on appelle des indices alphanumériques. Alpha pour alphabet, numérique pour numéro. Donc des indices qui ont un code fait de lettres et de numéros. Alors ici, regardez par exemple. Ici on a par exemple la dimension du pneu. Ici, 215, ça veut dire que la largeur du pneu est de 215 mm. Un peu plus loin, on aura ce qu'on appelle l'indice de charge et de vitesse. Donc 96, ce sera l'indice de charge. Ça indiquera en fait la masse que peut supporter cette roue. Attention, 96, c'est pas en kilos, hein, c'est un indice. Et ensuite, juste après, une lettre qui va représenter son indice de vitesse, c'est-à-dire la vitesse que la roue peut supporter. Ensuite, très important aussi, vous voyez, on a ce qu'on appelle le dot. À la fin du dot, on a une série de 4 chiffres. Par exemple, ici,
35, 17. En fait, c'est la date de fabrication du pneu. Alors, comment on lit ça? 35, ça veut dire 35e semaine, et 17, l'année 2017. Alors, pourquoi c'est important? Alors, ce sera déjà pour toi important quand tu achèteras une roue. Savoir si ton prestataire ne t'a pas mis une vieille roue. En plus de ça, il faut que tu saches que une roue a une date de péremption. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 ans, la roue n'est plus viable. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'indicateur d'usure. En général, il est triangulaire, mais il peut être aussi noté TWI. Alors TWI pour Tread Wear Indicator. C'est en fait l'indicateur du témoin d'usure. Donc ici, est-ce que cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Il est obligatoire de mettre un dispositif antidérapant lors des épisodes neigeux en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une notion qu'on a vue vraiment à plusieurs reprises, que ce soit dans la formation ou dans les vidéos YouTube. Concernant les dispositifs antidérapants, en fait, ils sont obligatoires seulement entre le 1er novembre et le 31 mars dans 34 départements qui sont soumis à l'obligation. En général, vous trouverez ce panneau qu'on appelle le panneau B58 à l'entrée des zones de prescription. Donc ici, est-ce qu'il est obligatoire de mettre un dispositif antidérapant lors des épisodes neigeux en tout temps? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Je vais m'engager dans un carrefour à sens giratoire. Je m'engage avant le véhicule à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, il faut toujours laisser la priorité aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, c'est-à-dire qui viennent de la gauche. Alors, comment ça se passe concrètement? Quand on arrive au niveau des traits épais qui délimitent le céder le passage, on fait très attention à ce que dans cette zone du carrefour à sens giratoire, il n'y ait personne afin que je puisse m'engager. Donc, ici, pour en revenir à la question, je vais devoir m'engager après le véhicule à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 80 km/h, elle est de réponse C, 48 mètres. Réponse D, 24 mètres. La distance de sécurité, c'est bien la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. À 80 km/h, cette distance est de 48 mètres. Alors comment on la calcule?
C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici le 8, on la multiplie par 3, donc 3 fois 8, 24, et on la remultiplie par 2, donc 24 fois 2, 48. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si vous avez du mal avec le calcul de la distance de sécurité, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. Question numéro 6. Je peux tourner à gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Regardez bien, ici on a on a déjà un panneau donc d'indication qui nous indique la présence d'un tramway. Et en plus, on a donc un feu juste au-dessus qui clignote en rouge. Donc effectivement, ici, on doit s'arrêter pour laisser passer le tramway. Donc on ne peut pas tourner à gauche immédiatement. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Le taux d'alcool maximal autorisé est de, pour un permis probatoire, réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,1 mg par litre d'air. Pour un permis normal, réponse C, 0,5 g par litre de sang, réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors ça c'est vraiment une question de cours qu'il faut apprendre par cœur. Je vous conseille vraiment de vous former. On a mis en place une formation, vous pouvez aller la voir, elle est en lien dans la description de la vidéo. C'est vraiment des questions qui sont très récurrentes à l'examen du code de la route, nouvelle réforme. Alors, comme vous le voyez sur ce document de cours, donc pour un permis normal, le taux maximal autorisé d'alcool est de 0,5 g par litre de sang. Ce qui correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un probatoire, par contre, la limite est plus basse. Elle est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, si vous regardez bien, tu vas peut-être me dire, bah oui, mais c'est 0,5 g ou c'est 0,8 g, par exemple, pour un permis normal. Alors, le taux maximal autorisé avant contravention, par exemple pour un permis normal, il est de 0,5 g par litre de sang. Mais il y a un taux qui est délictuel. Ça veut dire qu'il y a un taux qui est de 0,8 g par litre de sang, que vous soyez dans un permis normal ou probatoire. Si vous dépassez les 0,8 g par litre de sang, là, cette infraction n'est plus une contravention, mais un délit. Ah! Et là, tu vas me dire, bah oui, mais c'est quoi la différence entre une contravention et un délit? Alors ça, c'est important quand même à savoir. En fait, une contravention et un délit, ce sont des infractions. Il y a différents types d'infractions qui sont classées selon leur gravité. Donc, les moins graves, c'est les contraventions. Ensuite, vous avez les délits. Et ensuite, vous avez les crimes. Bon, on ne parlera pas de crimes ici, parce qu'on parle de code de la route. Nous, on va parler des contraventions et des délits. Donc, concernant les contraventions, ils sont classés par classe. Contravention de première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, cinquième classe. En général, c'est des amendes. Parfois, vous allez avoir, par exemple, des suspensions de permis selon certains cas. Par contre, les délits, c'est et des amendes et des peines de prison qui vont de 2 mois jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc,
Voilà pour les contraventions et les délits. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et C. Question numéro 8. J'emprunte un véhicule. Je dois m'assurer d'être couvert au préalable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de prendre un véhicule, il faut toujours demander à regarder l'assurance et savoir si vous êtes bien couvert en cas d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 10. Je serre le bord droit de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste devant toi, à gauche, tu vois, il y a un cycliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur une rue à double sens cyclable. Effectivement, dans ce cas-là, je me serre au maximum à droite pour pouvoir laisser passer le vélo. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Si je tourne à droite à la prochaine intersection, la vitesse maximale autorisée ne sera plus de 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on a un panneau de zone. Je pense que tu sais ce que c'est. À l'intérieur de ce panneau de zone, on a un panneau d'interdiction qui indique que la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h. Mais pour répondre à la question, il faut connaître la différence entre un panneau de zone et ici par exemple le simple panneau d'interdiction 30. Est-ce que tu sais quelle est la différence? Eh bien, cette différence, c'est ce qu'on appelle l'étendue de prescription. Ces deux signalisations ont deux étendues de prescription différentes. Alors, c'est quoi une prescription? Une prescription, c'est la règle. Par exemple, si tu prends un panneau 30, c'est-à-dire un panneau d'interdiction 30, la prescription ou la règle, c'est que tu ne peux pas dépasser la vitesse maximale de 30 km/h. Donc la règle, c'est ce qu'on appelle la prescription. Et une étendue de prescription, c'est où cette règle commence et où
cette règle se termine. Alors, prenons le cas d'une étendue de prescription pour un panneau d'interdiction. Peu importe le panneau d'interdiction, l'étendue de prescription d'un panneau d'interdiction, c'est quoi? Ça commence au niveau de l'implantation du panneau et la prescription se finit à la prochaine intersection. Ça, c'est l'étendue de prescription pour un panneau d'interdiction. Quelle est l'étendue de prescription d'un panneau de zone? Eh bien, la prescription d'un panneau de zone commence à l'implantation du panneau de zone et se finit à l'implantation du panneau de fin de zone. Et là, tu me diras, bah oui, mais si je tourne à droite à la prochaine intersection, peut-être qu'il y aura un panneau de fin de zone quand je vais tourner à droite. Eh ben non, parce que si la prescription s'arrêtait à la prochaine intersection à droite, ce qu'il y aurait ici, ce serait pas un panneau de zone, ce sera tout simplement un panneau d'interdiction, parce que l'étendue d'un panneau d'interdiction, elle s'arrête à la prochaine intersection. Donc, si je tourne à droite à la prochaine intersection, on sera toujours dans un panneau de zone, et donc la vitesse maximale autorisée sera toujours de 30 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 12. Je protège la victime. Réponse A, en plaçant un triangle de présignalisation. Réponse B, en déplaçant la victime. Réponse C, en allumant les feux de détresse. Alors, si tu es témoin d'un accident de la route avec dommages corporels, il y a trois choses à faire. C'est protéger, alerter, secourir. Il faut les faire dans l'ordre. Alors ici, la question porte sur la protection. Comment protéger une victime d'un accident de voiture? Alors, tout d'abord, en allumant les feux de détresse pour prévenir les véhicules derrière qu'il y a eu un accident. Ensuite, en plaçant un triangle de présignalisation en amont pour justement réguler la circulation. Surtout, ne jamais déplacer une victime inconsciente. Donc, on ne déplace pas la victime si elle est inconsciente, comme ici sur la photo. Donc, pour cette question, je protège la victime en plaçant un triangle de signalisation et en allumant les feux de détresse. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable
que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 13. Ces deux piétons ont la même zone d'incertitude. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, on a à gauche une personne, on va dire, plutôt âgée, et à droite, une personne plutôt jeune. Donc ce sont deux usagers de type différents, avec des zones d'incertitude, donc différentes. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. Les véhicules à gauche sont garés. Réponse A, en bataille. Réponse B, en créneau. Réponse C, en épi. Alors, vous avez trois manières de vous stationner. La première, la plus commune, c'est le stationnement en créneau. Le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent parallèles à la route. Ensuite, vous avez le stationnement en bataille. Le stationnement en bataille, c'est lorsque les véhicules se stationnent perpendiculairement à la route. Et enfin, vous avez le stationnement en épi, c'est lorsque les véhicules se stationnent en biais par rapport à la route. Dans cette situation, comme vous le voyez, à gauche, les voitures sont stationnées perpendiculairement à la route. On est donc dans un stationnement en bataille sur les véhicules qui sont garés à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Je suis sur autoroute. Je dépasse le poids lourd devant moi. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est une question qui va dépendre de la compréhension que vous avez de la question en elle-même. Et également de la réglementation du code de la route. Ici, la question nous dit qu'on est sur autoroute et elle nous dit de dépasser ou non le poids lourd devant moi. Alors, beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi on nous demande de dépasser le poids lourd devant nous? En plus, là, quand on regarde le tableau de bord, on roule à 71 km/h. Tout simplement parce que la vitesse maximale des poids lourds sur autoroute est de 90 km/h. Alors qu'ici, on est sur une autoroute où la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Donc en fait, là, je vais être obligé de dépasser le poids lourd parce que c'est un fait matériel. Je vais rouler à 130 km/h. Là, le poids lourd roule à 90, je vais automatiquement le dépasser. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 16. Je peux utiliser mon téléphone comme GPS. Oui, réponse A, non, réponse B. Ici, mon téléphone est bien installé. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, oui, bien sûr, tu peux utiliser ton téléphone comme GPS à condition de l'avoir réglé avant, avant ton départ. Donc, tu n'as pas le droit de toucher ton téléphone pendant que tu conduis. Hein. Ici, est-ce que mon téléphone est bien installé? Bah non. Là, clairement, tu le poses juste au-dessus du volant, juste devant ton tableau de bord. Tu n'as même pas accès aux informations de ton tableau de bord. En plus, ton téléphone, là, il peut tomber à tout moment. Donc, il est très mal installé. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 17. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je dépasse le camion. Réponse B. Le camion peut empiéter sur ma voie. Alors ça, on l'a vu à plusieurs reprises, on sait que les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que ceux des voitures, d'autant plus que les poids lourds sont généralement très longs. Donc ici, effectivement, le camion en tournant peut empiéter sur ma voie, donc je ne le dépasse pas. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 18. Ce bouchon est celui du réservoir du liquide de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, un bouchon noir avec des écritures jaunes, c'est généralement le bouchon du liquide de frein. Ici, pour en être sûr, on voit que, regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a le pictogramme du liquide de frein. Donc, ici, ce bouchon est bien celui du réservoir de liquide de frein. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. En cas de long trajet, je dois prendre une pause toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très importante parce que c'est une question qui tombe souvent au code de la route. Donc, lors d'un long trajet, ou même tous les trajets qui excèdent 2 heures, tu dois prendre une pause d'environ 15 à 20 minutes minimum toutes les 2 heures afin de diminuer les effets de la fatigue. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Le conducteur est soumis à une baisse de la vigilance plus importante. Réponse A, juste avant le lever du soleil. Réponse B, juste après le coucher du soleil. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,8 g par litre de sang. Réponse D, de 0,4 g par litre de sang. Alors, comme se montre le document, on a 2 baisses de vigilance très importantes chez l'être humain. Tout d'abord, juste avant le lever du soleil, entre 2 heures du matin et 5 heures du matin. Mais également en journée, entre 13 heures et 15 heures après le repas. À savoir qu'une conduite prolongée de nuit, notamment plus de 3 heures de conduite prolongée de nuit, équivaut à une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang.
ce qui équivaut à un taux délictuel. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 21. Je n'ai pas de pneus neige. En période hivernale et après ce panneau, je dois A. Avoir des chaînes dans mon véhicule. B. Poser les chaînes sur les 4 pneus. Alors, la période dite hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Donc, j'ai plusieurs choix. Après ce panneau, je peux équiper mon véhicule de pneus hiver, les 4 roues. Ou alors, je peux aussi avoir des chaînes ou des chaussettes dans mon véhicule, pour seulement les roues motrices. Si vous avez 2 roues motrices, alors ce sera les 2 roues motrices. Si vous en avez 4, ce sera les 4 roues motrices. Alors ici, si vous voyez bien, la route n'est pas enneigée. Pas du tout même. Donc pas la peine de mettre des chaînes si j'ai pas de pneus hiver. Le plus important, c'est de les avoir dans son véhicule au cas où il y a des épisodes de neige dans les jours à venir. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Je propose de l'eau aux blessés pour les hydrater. Oui, réponse A. Non, réponse B. En premier lieu, je contacte les secours afin d'être secouru rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à savoir qu'il ne faut jamais donner ni d'eau ni de nourriture à un blessé qui vient d'avoir un accident. Il ne faut jamais faire ça. Autre chose, lorsque on est témoin d'un accident avec dommages corporels, on doit utiliser la règle du PAS. Donc, protéger, alerter, secourir. Donc, avant d'appeler les secours, on protège. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc, pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors, c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc, nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard, qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras
tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien. Oui, tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien. Ce lien te ramène directement sur le site internet. Et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc, à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 23. Lorsque je m'installe, je règle d'abord A. Le siège, B. Le volant, C. Les rétroviseurs. Alors là, encore une fois, c'est une question de cours très simple que vous pouvez retrouver dans la formation. On en a souvent parlé, hein, que ce soit dans la formation ou même dans les vidéos YouTube. Donc, lorsqu'on s'installe à bord de son véhicule, la première des choses à faire, c'est de régler le siège. Dans un deuxième temps, on réglera le volant. Puis, à la fin de l'installation, on réglera les rétroviseurs. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Dans cette situation, je risque une amende de 135 €. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'utilisation du téléphone au volant constitue une contravention de 4e classe, donc qui est sanctionnée par un retrait de 3 points et une amende de 135 €. Les bonnes réponses ici sont leurs réponses A et C.
Question numéro 25. À 150 mètres, je vais m'arrêter obligatoirement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a un panneau céder le passage à 150 mètres. Est-ce que je vais m'arrêter obligatoirement? Bah non, pas forcément, ça dépendra de la circulation et des voitures qui viendront de la gauche et de la droite. Par contre, est-ce que je vais devoir céder le passage? Ça oui, obligatoirement. Donc la bonne réponse ici est la réponse B et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 26. Dans ce contexte, j'allume mes feux de réponse A, route, réponse B, brouillard. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors ici, donc on est sur une route à chaussée séparée et on a une présence de brouillard. Donc ici, on va pas allumer les feux de route. Ici, il faut allumer ces feux de brouillard. Concernant la vitesse maximale autorisée, normalement, sur une route à chaussée séparée, on est à une vitesse maximale autorisée de 100 km/h, comme le montre le document des vitesses maximales obligatoires. Cependant, ici, on a une visibilité qui est inférieure à 50 mètres. Donc ici, on va devoir rouler à 50 km/h maximum. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 27. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on voit que on a un piéton, en l'occurrence une piétonne, qui va vers le passage piéton. Donc, elle a tout l'air de vouloir passer le passage piéton. Donc là, effectivement, ici, je vais préparer à m'arrêter. Est-ce que je klaxonne? Bah, déjà, en agglomération, il est interdit de klaxonner. Et en plus, il n'y a aucune raison de klaxonner. Si elle s'apprête à traverser le passage piéton, bah, je ralentis et je prépare à m'arrêter. Il n'y a aucune raison de klaxonner ici. Donc, je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Je klaxonne. Non, réponse D. Question numéro 28. Je roule à 90 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 54 mètres. Réponse B, 81 mètres. En cas de contrôle, j'encours un retrait de réponse C, 6 points. Réponse D, 3 points. Alors,
N'oubliez pas, hein, c'est une notion qu'on a vue plusieurs fois, que ce soit dans la formation ou même les vidéos YouTube. La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. En tout cas, du véhicule qu'il y a devant toi. Cette distance correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. Cette distance de sécurité, elle se calcule et tu dois savoir la calculer pour passer ton code. Comment on fait? On prend la vitesse, ici 90 km/h, on extrait la dizaine, ici la dizaine c'est 9, et on multiplie ce chiffre par 6, ce qui nous donne ici 54. Donc à 90 km/h, la distance de sécurité est de 54 mètres. Si tu ne respectes pas cette distance de sécurité réglementaire, c'est une contravention de 4e classe, tu encours 3 points sur ton permis de conduire et également une amende de 135 €. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 29. L'autopartage permet de limiter les embouteillages, oui réponse A, non réponse B. De limiter les émissions de CO2, oui réponse C, non réponse D. Alors oui, effectivement, l'autopartage permet de limiter les embouteillages et également de limiter les émissions de CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 30. L'ESP permet de maintenir sa trajectoire en cas d'évitement d'un obstacle. Oui, réponse A, non, réponse B. D'éviter les accidents. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. C'est l'acronyme de Electric Stability Program. Sa fonction, en fait, est d'assurer le maintien de la trajectoire de la voiture en cas d'obstacle. En aucun cas, il vous permettra d'éviter les accidents. Alors, j'ai mis une petite vidéo avec l'évitement d'un obstacle avec ESP et sans ESP. Donc, en dessous, l'ESP est activé. Au-dessus, l'ESP n'est pas activé. On peut voir que en dessous, la voiture est beaucoup plus stable. Alors, je vous conseille vivement de connaître toutes les aides à la conduite parce que à chaque examen officiel, il y a au moins une question sur les aides à la conduite. Voilà. Donc ici, les bonnes réponses sont donc les réponses A et D. Question numéro 31. Pour conduire, je dois placer le levier sur réponse A, la lettre D, réponse B, la lettre N. Une fois stationné, je dois placer le levier sur réponse C, la lettre P, réponse D, la lettre R. Alors ici, tu as affaire à un boîtier de vitesse automatique, donc pour les voitures automatiques. Tu dois savoir que chaque lettre qu'il y a sur le boîtier a son utilité. Le plus souvent, tu auras 5 lettres correspondant à 5 fonctionnements différents du véhicule. Tout d'abord, tu auras la lettre S pour séquentiel. Ensuite, tu auras la lettre D
pour la conduite, la lettre N pour le point mort, la lettre R pour la marche arrière et la lettre P pour le stationnement. Donc, pour répondre à la question, pour conduire, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre D. Et une fois stationné, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre P. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 32. Le feu est vert depuis un long moment. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors, dans le cas où le feu est vert depuis longtemps, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est de ralentir. Et surtout, dans un deuxième temps, c'est de regarder sur les rétroviseurs intérieurs et extérieurs la distance qui te sépare avec les automobilistes derrière toi. Pourquoi ? Parce que en cas de freinage, on va dire inopiné ou brutal, il faut que tu saches s'il y a des voitures derrière toi et à peu près à quelle distance ils se situent. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 33. Je peux utiliser A. Mes feux de route, B. Mes feux de croisement. Alors, ici, on roule de nuit dans une chaussée éclairée, hors agglomération. Donc, j'utilise mes feux de croisement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. La bonne réponse est la réponse B. Encore une fois, ce type de question, c'est vraiment du cours. Donc, si vous vous êtes trompé, il faut absolument que vous révisiez votre cours. On a mis en place une formation pour vous. Donc, formez-vous. Formez-vous parce que ce type de question revient très souvent dans les nouveaux examens du code de la route. Surtout qu'on a mis en place donc une plateforme pédagogique, donc une formation qui vous permet de vous aider à passer le code. Il y en a pour tous les budgets. Ça commence à 9,90 €. Donc, regardez ce que va vous coûter le fait de rater le code. Il me semble que c'est 30 € à chaque fois que vous passez l'examen. Et le fait d'être formé. Je veux dire, il n'y a pas photo. En plus, vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques, toutes les vidéos, tous les examens blancs issus de la nouvelle réforme. Donc, n'hésitez pas à aller dans la formation en lien dans la description si vous voulez être tranquille et passer le code tranquillement. Question numéro 34. Je souhaite faire demi-tour sur ce giratoire. J'actionne immédiatement le clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place immédiatement sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se sont posé des questions sur la question en elle-même. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on me pose la question de mettre le clignotant gauche et pourquoi me pose-t-on la question
sur le fait d'aller sur la voie de gauche. Alors, c'est tout simplement parce que pour faire demi-tour sur un sens giratoire, il y a une procédure bien particulière. Alors, quelle est cette procédure? Tout d'abord, pour faire demi-tour sur un sens giratoire, il faut se placer sur la voie de gauche, c'est-à-dire mettre son clignotant gauche et se décaler sur la voie de gauche. Ensuite, on entreprend le demi-tour comme ceci dans le sens giratoire. Alors, par contre, regarde bien la situation qu'on a ici. Sur le rétroviseur gauche, on voit qu'on a une voiture juste derrière nous qui est très très proche. D'ailleurs, on la voit quasiment pas sur le rétroviseur intérieur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'abord laisser passer le véhicule qui est à notre gauche, puis une fois que le véhicule est passé, on met notre clignotant gauche, puis on se déplace sur la voie de gauche pour initier notre demi-tour. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 35. En utilisant ce service, je pratique. Réponse A, l'éco-partage. Réponse B, le covoiturage. Alors, en utilisant les services Autolib, je pratique l'éco-partage. Si tu veux savoir la différence entre l'éco-partage et le covoiturage, je t'incite fortement à aller dans la formation en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve réponse A en A, réponse B en B. La jauge du niveau d'huile se trouve réponse C en B, réponse D en D. Alors, on va se faire un petit récapitulatif sur les équipements, notamment les équipements qu'il y a sous le capot. Donc en A, ça c'est le réservoir du liquide de refroidissement. En C, ça c'est le réservoir d'huile. En D, la jauge du niveau d'huile. En B, liquide de frein. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 37. Pour effectuer un dépassement de nuit sur une route non éclairée, le conducteur doit allumer ses feux de route en A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Alors, déjà, il doit mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qu'il y a devant. Ensuite, arrivé à niveau du véhicule, c'est là qu'il pourra mettre ses feux de route. L'autre véhicule, lui, devra mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qui le dépasse. Donc ici, pour effectuer son dépassement, la voiture doit mettre ses feux de route en B. Question numéro 38. Le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque. Réponse C. Une perte de 6 points. Réponse D. Une perte de 3 points.
Alors, sache que tu es dans l'obligation de céder la priorité aux piétons à un passage piéton. Le cas contraire, ça c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton, et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, une perte de 6 points sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 39. Le port de la ceinture de sécurité permet de réduire les risques d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire le risque d'éjection de l'habitacle en cas d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors,
Le fait de porter une ceinture de sécurité ne va jamais réduire le risque d'accident. Hein, c'est pas parce que vous portez une ceinture que vous allez moins avoir d'accidents. Hein. Par contre, le fait de porter une ceinture va réduire le risque d'éjection de l'habitacle en cas d'accident. Va même aussi réduire la gravité des blessures en cas d'accident. Mais jamais le port de la ceinture ne va réduire les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 40. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, on est dans une route à double sens. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Clairement, là, c'est une question de cours. Donc, si tu t'es trompé à cette question, je t'incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.